Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinar Goemio, si on imaginait demain. La thématique du jour est à taille humaine. Si on imaginait ensemble l'art de vivre de demain à taille humaine. Alors pour ce premier webinar, nous avons un certain nombre d'invités, mais avant de vous passer la parole et que Marc Esqueré vous présente, je voudrais vous indiquer aussi les prochains sujets que nous aborderons chaque mercredi à la même heure. Et les prochains sujets sur lesquels nous tablerons et qui nous permettra de faire évoluer notre petit manifeste à sortir prochainement. Les thèmes sont la convivialité, le goût du pays, une entreprise vertueuse et la fidélité au sens large. Alors, bien entendu, on est équivoque, on ne donne pas beaucoup de détails sur le contenu de chaque sujet pour laisser libre cours à l'imagination de chacun de pouvoir développer sa propre analyse sur chacun des thèmes. Le thème, c'est si on imaginait demain, l'art de vivre de demain, qui a été tellement mis à mal par ce sacré virus Covid-19. Alors, mon cher Marc, pour nous aujourd'hui et pour débattre avec nous, quelle est la petite sauce que tu nous as concoctée? Alors, un très beau plateau aujourd'hui, Jacques Bali. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on a la joie d'accueillir Stéphane Manigold. Bonjour Jacques, bonjour Marc, Édouard, Cédric et Vincent. Merci pour cette invitation. Formidable initiative. Je suis président du groupe Éclore et le groupe Éclore, c'est un groupe qui a vocation à se développer dans une forme de gastronomie d'excellence à la recherche de jeunes talents et de les mettre en avant autour de leur identité. Alors, c'est Substance dans un premier temps, Contraste, puis très récemment la Maison Rostand et le bistrot d'à côté. Mon cher Cédric. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, de partager ce moment. Pour avoir commencé ma carrière à l'hôtel du Palais à Biarritz, après travailler pendant 10 ans avec Alain Ducasse et Jean-François Piège au restaurant 3 étoiles à Paris. Mon coup de cœur pour le Pays Basque ne m'avait pas abandonné, donc on a ouvert notre petite auberge basque, qui est en plein cœur du Pays Basque, à Saint-Pé-sur-Nivelle, avec 12 chambres, un restaurant de 30-40 couverts. Et j'ai décrété il y a 13 ans maintenant que je voulais être un cuisinier aubergiste en ayant observé toute autre profession. Et aujourd'hui, on est depuis 3 ans 100% producteur, c'est-à-dire que chaque produit qui est dans l'assiette jusqu'aux produits secondaires, sel, farine et tout ça, sont des produits de producteurs. Mon cher Vincent. Bonjour à tous. Bon, écoutez, je suis ravi aussi également de participer aujourd'hui. Donc, la Maison Bocuse, je pense que tout le monde la connaît. Elle a vécu de grandes années et elle continuera, je l'espère. On a été un peu malmenés il y a quelques temps, mais on a toujours nos clients qui sont là pour nous rassurer, et tant mieux. Et on suit tout ça. Moi, je suis dans la maison depuis 13 ans maintenant, en tant que DG. Donc voilà, et on a organisé la maison depuis le départ de Paul Bocuse. On a associé les chefs et voilà, pour que la maison puisse perdurer. Voilà, on a fait de gros investissements de travaux sur les 2 dernières années, 2019-2020. Et voilà, bon, il s'est passé ce qui se passe actuellement, mais ce n'est qu'un passage. Et pour tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde. Et on sait que ce ne sera qu'un passage, on l'espère, le plus rapidement possible et sans trop de dommages collatéraux. Merci. Mon cher Édouard. Bonjour Jacques, bonjour Marc, bonjour à tous. Écoutez, moi je suis ravi d'être là aussi. Je suis pas tout à fait de la restauration, mais je suis un passionné d'imaginaire. Je viens de la grande entreprise. J'ai créé un bureau de style alimentaire il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Enivrance et qui m'a permis de cuisiner en imaginaire avec des gens comme Ferran Adria, Eston Blumenthal et de vivre des aventures passionnantes. Moi, ce qui m'excite, c'est la création, c'est d'essayer de comprendre quels sont les business models de la qualité, comment est-ce qu'on peut pousser l'expérience, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'histoire, les marqueurs de qualité, nature. Et j'ai, à travers Enivrance, vécu une sorte de joyeuse fête de l'innovation à travers le monde, une centaine de missions d'innovation avec l'industrie et aussi avec la gastronomie pour comprendre ce qu'était l'expérience de demain et comment est-ce qu'on pouvait
réinventer le plaisir, la qualité, l'attention, l'intention pour le consommateur. Et depuis un an, j'ai créé une nouvelle méthodologie d'innovation qui s'appelle l'Utopia Thinking. Et je travaille sur les grandes utopies citoyennes pour essayer d'inventer un monde de demain, de transformer la société. Et dans l'ère Covid, c'est passionnant parce qu'on sent bien qu'il va falloir adapter les business models et que toutes les utopies aujourd'hui sont très proches de nous, sont possibles. Et on a ce devoir de se transformer positivement avec joie et optimisme. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, pour animer ce petit débat et à taille humaine, on aura, et ce sera régulier, Marc Esqueré et Jacques Bailly, les deux coordinateurs, les deux têtes de pont de Goemio aujourd'hui, avec toute leur équipe. Marc, qui est le palais, qui est le rédacteur en chef, qui est le journaliste, qui est un peu la synthèse de Goemio, hein, des deux Goemio ancestraux. Voilà. Donc, je te remercie, Marc. Je savais que tu allais me présenter aussi et faire beaucoup de compliments. Mais comme l'heure tourne, nous allons avancer et on va lancer maintenant la partie questions. Mais pour ça, une petite introduction au sujet et vous dire pourquoi on a voulu mettre à taille humaine dans l'ensemble des mots-clés ou des interrogations que nous avions. Goemio n'a jamais eu peur d'affirmer et d'avoir des partis pris. Et aujourd'hui, Goemio affirme et on a envie d'affirmer que l'hôtellerie et la restauration de demain est une hôtellerie et restauration à taille humaine. On a besoin d'affirmer qu'il faut remettre de l'équilibre en toute chose. Et c'est cette taille humaine qui est probablement le meilleur moyen aujourd'hui de préserver l'excellence dans nos métiers. Alors, on voit bien que la folie des grandeurs qui nous a éblouis pendant des années n'est plus de rigueur aujourd'hui. Et on pense qu'on va aller vers un sourcing, on a entendu Cédric tout à l'heure, on pense qu'on va aller vers un sourcing de producteurs à taille locale. On pense que les produits cultivés le seront à taille émotionnelle. On pense qu'un nombre de tables dans une salle de restaurant sera fait à taille dimensionnée et que les prix de la carte, les prix du menu seront à taille démocratique. Eh bien, tout ça, ça fera une gestion des hommes et des finances de ce restaurant à taille raisonnable. Alors, ça fait beaucoup de taille humaine à imaginer, mais cette taille humaine auquel on pense, elle est là pour remettre un peu de sourire et d'attention au service du consommateur. Alors, on veut vous aujourd'hui débattre, échanger pour essayer de mettre un cadre à toute cette taille humaine qui est en fait la part essentielle d'un nouvel humanisme, c'est ce qu'on pense, dans notre univers de l'art de vivre et de la restauration. Alors pour ça, on veut lancer le débat et on a quelques questions à vous poser avant d'attaquer le débat en lui-même, qu'on va tourner sous deux aspects, côté restaurateur ou côté client. Mais d'abord, Marc, je crois qu'on a concocté quelques questions à nos invités. Eh bien, on va se faire une joie de leur poser une première question qui permettra aussi de les présenter. Donc, je vais commencer par Cédric. Bonjour Cédric, à nouveau. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie de donner du sens à son restaurant? Quel sens? On emploie souvent le mot sens et on l'emploie même à toutes les sauces. Quel sens donnez-vous à la notion de taille humaine? Moi, c'est quelque chose que je cultive beaucoup, le sens, justement, et c'était une volonté, c'est au cœur du projet. Bon, taille humaine est au cœur de notre projet. Je vous ai dit sa dimension, mais surtout, le premier point, c'est la conception et le lancement de l'outil, en fait. Parce que dans ma carrière, j'ai beaucoup observé ça et j'ai toujours pensé qu'on perdait beaucoup d'énergie en salle, en cuisine, dans un restaurant. Et donc, nous, la cuisine, elle est ouverte, mais ce n'est pas pour un sens esthétisme, c'est pour lui donner du sens. C'est-à-dire que le cuisinier voit l'aboutissement de son travail et la salle voit aussi ce qui se passe en cuisine. Et on sait que les relations sont toujours animées entre ces équipes qui sont dans la même, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai essayé d'y donner du sens tout de suite à l'aide de la maison Braguer, à l'ouverture de la maison, en habillant tout le monde de la même manière. Et c'est comme ça que, à l'époque, avec Gilles Braguer, on a conçu la première veste chemise qui est née sur le marché et qui a donné une tendance après. Et aujourd'hui, on a toute une tenue et tous les aubergistes de la maison sont habillés sous le même maillot. Donc, donner du sens, c'était l'agencement, la conception, l'habillement.
et aussi que le client, parce qu'on parlait de nous, les professionnels et du client, puisse observer ce côté théâtral que l'on aime et de pouvoir marier l'ensemble. Donc, ça a été ça de donner du sens. Merci Cédric. Stéphane, peut-on finalement dupliquer le modèle de taille humaine et développer plusieurs restaurants? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas antinomique d'avoir une envie de développer 3, 4, 5, 10 restaurants et d'avoir un modèle de taille humaine? C'est une excellente question, Marc. Et le groupe, nous développons en termes de taille, c'est-à-dire d'organisation structurelle à la tête. Mais dans nos entités, nous préservons, et c'est un prérequis pour que l'on s'intéresse à une aventure. Le prérequis, c'est l'humain, c'est-à-dire le chef. Il faut savoir que tous les chefs dans mes établissements sont associés, ou en tout cas le deviennent à très court terme. La taille humaine, c'est aussi d'avoir dans chaque lieu une identité. Pourquoi? Parce que nos clients, lorsqu'ils viennent dans nos établissements, ils payent quelque chose qu'on oublie, ça s'appelle la TVA. Et la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire la taxe sur la valeur ajoutée. Et en tant que client, puisque dans mes restaurants, je suis client, j'attache toujours une importance à cette valeur ajoutée. Et on ne peut pas avoir un modèle unique que on l'a connu auparavant, où au fond, on fait un restaurant identique dans le monde entier, pareil, chacun mange ou boit le même café dans le même monde. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que je combats entre guillemets depuis un petit moment, mais quand je dis combat, c'est amical, hein, il n'y a pas de guerre. C'est un sujet qui me tient, puisque j'ai vraiment envie que nos établissements ont des identités bien spécifiques par rapport au chef, par rapport à l'histoire du chef, par rapport à l'environnement dans lequel il a évolué et quelle histoire il a envie de raconter à nos clients. À partir du moment où on a cette étiquette d'investisseur, moi je ne m'intéresse pas à un dossier s'il n'y a pas une dimension humaine. Et pour reprendre la maison Rostand, qui est l'acquisition dernière, l'histoire, c'était d'abord Nicolas Baumann. Si je n'avais pas une histoire à raconter avec Nicolas Baumann, je n'aurais pas racheté la maison Rostand. Parce que la maison Rostand, c'est Michel Rostand, c'est 42 ans d'histoire. Et j'avais besoin de comprendre qui était le chef. Je suis sûr que Vincent la connaît par cœur. Quand on lui posait, mais à l'étranger, quand vous n'êtes pas dans votre cuisine, qui cuisine? Et il répondait le même que quand je suis là. Eh bien, moi, j'avais besoin d'identifier. J'avais besoin d'identifier qui était le même quand il était là. Et pour Michel Rostand, c'était Nicolas Baumann. Et donc, il fallait que humainement, ça fonctionne entre nous. On n'a pas parlé de chiffres. J'avais besoin de sentir que ce chef, on avait sous la pédale, qu'il allait me faire rêver, mais qu'il était un peu bridé et qu'il avait besoin de s'émanciper. J'avais besoin de comprendre cela et je ne voulais pas qu'une institution comme la Maison Rostand, mais la maison, cette belle maison Bocuse, pareil, je trouve que ces belles institutions peuvent et doivent perdurer. Vous savez, quand la Tour Eiffel a été construite, ce n'est pas parce qu'on a appris à construire des buildings qu'il fallait raser la Tour Eiffel. Donc, il y a du patrimoine qui est le nôtre, qui est notre histoire, qui doit perdurer, se moderniser, vivre avec son temps. Et puis, il y a des nouvelles histoires aussi qui doivent se créer. Ça, c'est souvent ces contrats avec des chefs qui veulent s'affirmer avec une identité qui est la leur et qui est une identité de terroir. Donc, oui, la taille humaine est essentielle et indispensable au développement du groupe que je préside. Merci Parfait. Stéphane. Vincent, alors oui, ça va forcément être une question centrale. Est-ce que luxe et taille humaine sont compatibles? Il faudrait peut-être dire ce que c'est le luxe, mais vous en avez sûrement une très bonne idée. Alors, tout ce qu'a dit Stéphane précédemment m'a bien plu parce que je pense que Michel Rostand et Paul Bocuse étaient des bons amis et Michel Rostand reste un ami de la famille important et il a basé sa maison et Stéphane a très bien résumé sur les choses qui l'ont poussé à racheter la maison. Nous, ce qu'on veut, nous, c'est garder cette âme qui a toujours été créée depuis les années 60 par Paul Bocuse. Et ce qu'on veut, c'est garder, ça c'est important. La taille humaine pour nous, on est quasiment 60 salariés maintenant.
ce qui peut paraître une grosse entreprise, mais on veut vraiment que ça soit à taille humaine. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que les gens viennent nous voir. Les gens viennent nous rendre visite parce qu'ils ont l'impression que c'est une grande famille. Et c'est d'ailleurs toujours détenu par la famille majoritairement, et c'est important parce que voilà, on le gère comme une maison de famille. Hein, d'ailleurs, notre nouveau credo, c'est maison de famille depuis 1924. Voilà, ça c'est important parce que voilà, depuis 24, les grands-parents de Paul Bocuse qui se sont installés, et ben ça continue, et l'histoire elle continue, et voilà, c'est ce qu'on voulait, la maison de famille. Donc la maison de famille, pour moi, c'est aussi ce qu'on appelle la taille humaine. Voilà, c'est ça. Merci Vincent. Édouard, de construire à taille humaine. Paroxysme, taille humaine. Quelle belle question. Je te laisse. Alors, oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le paroxysme, c'est une forme d'échelle d'intensité. Donc, on a comme référence souvent l'infiniment grand. Donc, les grands stades, les concerts, le grand soir, les grandes messes. Je pense à France 98, des concerts, par exemple, de Simon and Garfunkel à Central Park. Ces grands moments de communion collective qui sont un peu l'archétype de l'intensité émotionnelle. Et puis, c'est très intéressant, et on vient de le vivre pendant cette période Covid, il y a de l'autre côté l'infiniment petit, c'est-à-dire il y a se retrouver seul, le chantier de soi, l'intime, la révélation, la traversée. Il y a ce côté assez extraordinaire de l'intime, de l'amour, de donner et faire l'amour. Donc on est dans ce paroxysme, on est finalement un peu des deux côtés de l'échelle, c'est-à-dire soit on pense que c'est l'infiniment grand et l'infiniment intense des grands concerts, soit l'infiniment intime du plaisir de se retrouver. Je pense que pendant cette ère du Covid, on a vraiment eu la possibilité de se retrouver à travers le chantier de soi. Et alors, au milieu de tout ça, si on prend la table, le restaurant, ce qui est intéressant, et encore une fois, dans ce souci d'adapter l'histoire et la future expérience de la table, il y a cette idée que la table peut s'inscrire dans l'échelle de l'intensité et de l'expérience avec le mot taille humaine. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de définir quelle peut être l'ambition de la taille humaine en restauration, et ça passe par l'intention et l'attention. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière taille humaine, et c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant avec Goemio, il y a cette idée de profondeur, de redéfinition à travers le sourcing, le sourire, le temps. Ce n'est pas qu'une histoire de taille, un établissement à taille humaine, une façon de recevoir à taille humaine, avec tout ce qu'a dit Jacques en introduction, la profondeur autour du prix, de la salle, de l'émotion. Et là, je pense qu'il y a vraiment un périmètre propriétaire à définir pour le futur de la restauration, c'est préempter le concept de taille humaine en disant « nous sommes la taille humaine ». Moi, je me souviens avoir eu la chance de travailler en restauration, en création, avec Aston Blumenthal en Angleterre à ses débuts. On assemblait ses plats entre deux poubelles avec le sourire. C'était un bad boy rouquin comme ça. C'était extraordinaire. Il avait peur de rien. Il débutait. Et finalement, on était dans l'intime, on était dans l'extraordinaire tension entre petite taille et résultat extraordinaire. J'ai eu l'occasion de travailler avec Ferran Adrià dans sa cathédrale à Barcelone où on concoctait des plats. C'était petit, il y avait énormément de monde et c'était extraordinaire. Et puis, c'est la même chose, moi, sur les quelques référents que j'ai, comme l'Astrance avec Pascal Barbeau et Christophe, ça a toujours été de l'intime, de la petite taille, et je te sers ce que j'ai, je te fais plaisir, fais-moi confiance, une relation. Et ça, je pense, dans les plaisirs que nous allons retracer et ciseler demain, la restauration a vraiment une carte à jouer sur la préemption, sur le kidnapping du mot taille humaine. Comme on vous l'a dit, on va essayer là de lancer un petit débat. Alors, on va essayer de gérer les micros, etc., pour que ce soit le plus interactif. On a sans s'en rendre compte, passé on a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'était fort intéressant. On a essayé de se bloquer dans les 45 minutes. Alors là, on est orienté entreprise, orienté client. Donc, toujours, si on imagine la restauration de demain, le restaurant de demain dans tout son périmètre, en le dimensionnant à taille humaine. Alors, côté entreprise, on a 3 questions hein, et encore d'autres derrière. Donc, on peut y répondre de manière un petit peu
voilà, on peut compléter, agréger une ou deux réponses. Le premier niveau, à votre avis, alors je peux poser la question, tu nous en as parlé, Cédric, tout à l'heure dans ton restaurant, mais ce à taille humaine du restaurant de demain, post-Covid, ou chaque fois qu'on dit post-Covid, de toute façon, beaucoup de choses étaient engagées avant. Mais c'est quoi son menu? C'est quoi son produit? Qu'est-ce qui est à taille humaine dans cet accueil, cette carte des vins, cette expérience? On essaie de, en une minute, comme ça on peut C'est avant passer la parole tout, à je tout le pense, monde. le contact humain, déjà, d'une part, comme Vincent Leroux en parlait tout à l'heure, d'être humain. Le menu, ça va être que l'hôte, d'ailleurs, les clients ont beaucoup évolué ces dernières années, c'est qu'ils comprennent ce que c'est que la saisonnalité, c'est ce qu'ils comprennent, qu'ils soient ouverts à une expérience, c'est-à-dire que souvent les menus découvertes, hein, ils sont ravis de le faire, mais ils peuvent être un peu sceptiques. Donc c'est de sa taille humaine, et pour ça il faut la proximité. Et le produit, on a eu un produit, la châtaigne, cette année. On le travaillait en monoproduit. Et c'est une châtaigne que moi, je ne connaissais même pas. Pourtant, je suis d'origine limousine. Mais un producteur qui apporte comme un vigneron à son produit. Et bien ça, il a fallu qu'on ouvre et qu'on trouve les axes lourdes et difficiles à accepter de se laisser vendre sur un produit qui a une image complètement décalée du luxe, par exemple. Donc pour moi, c'est ça au niveau du menu et du produit. Et c'est surtout la proximité et l'humanité qui va donner confiance. Ah. Et Vincent, dans ton organisation d'équipe, demain, cette entreprise qui est déjà à taille humaine et qui pourtant est une marque internationale, c'est quoi ton équipe de demain à taille humaine? C'est quoi l'environnement de formation, la transmission du savoir? Alors, on l'a mis volontairement en faute de français. C'est quand qu'on travaille, c'est comment qu'on transmet. C'est quoi toute ta politique autour de l'environnement humain à taille humaine demain dans ton entreprise? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir beaucoup déjà de personnes dans l'équipage fidèles depuis des années. Donc ça, c'est déjà une sorte de transmission. Et puis, on a un institut Paul Bocuse à proximité aussi qui nous donne et auquel les chefs vont souvent faire de la formation, donner et à laquelle on récupère. On récupère des équipes qui veulent venir nous rejoindre. Ce que disait tout à l'heure Cédric, quand il disait le contact humain est important, je pense que c'est dans nos métiers le principal attrait. Et dans des maisons à taille humaine comme la nôtre, c'est ce que viennent rechercher les gens aussi. Autant, enfin je parle de la mienne, que je connais plus, c'est ce que viennent rechercher les gens autant que la cuisine. C'est vraiment, nous on a la chance d'avoir vraiment une équipe de cuisine-salle qu'on met vraiment au même niveau d'expérience client. Voilà, d'expérience client. Alors, on se pose la question, Stéphane, la taille humaine, parce qu'on peut être dirigeant de société, on a des ambitions. Finalement, on ne va pas tout d'un coup se dire que les concepts de restaurant, ce sera toujours les mêmes, peu importe qu'il y ait du plexiglas, peu importe qu'on ait des tailles réduites, est-ce qu'il y aura encore ces immenses concepts trendy? Y a quand même une modification, il y a à prendre en compte un certain nombre de contraintes, mais aussi d'évolution liée à notre morale, notre éthique, notre envie de demain. Alors, cette taille humaine, toi, vous l'apercevez, pardonnez-moi, vous l'apercevez comment en termes de concept? C'est quoi la cuisine à taille humaine? C'est quoi le standing que vous imaginez pour vos concepts de demain? Dans quel cadre? Voilà, tout tourne autour du concept. Comment vous percevez les choses, vous, pour à taille humaine demain? Merci Jacques. Je crois que ce qu'on appelle le concept de demain, pour nous, c'était déjà à l'origine le concept qui a posé la base du développement du groupe. Et le concept, ça s'oriente plus vers une franchise, vers quelque chose d'assez uniforme. Si on doit avoir un concept, le seul vrai fil conducteur, enfin, il y en a plusieurs, mais le vrai fil conducteur que l'on peut retrouver au sein du groupe, c'est le parcours émotionnel du client. Ça, c'est vrai que ce sont des concepts qui sont imprimés dans des gros groupes de chaînes de restauration, le parcours client, etc. Mais si on prend le parcours client à l'échelle d'un établissement à taille humaine et qu'on commence à l'appliquer, qu'on commence à s'y intéresser, comment le client, comment il est installé, quelle offre, et surtout derrière, émotionnellement,
et gustativement quel plaisir il va prendre, non pas forcément tout de suite, mais quel plaisir il va avoir et quelle émotion il va avoir le lendemain en se souvenant de l'expérience qu'il aura eue chez nous. Je crois qu'un grand plat ou un grand vin, il ne se reconnaît pas au goût qu'il a ou instantanément, mais au goût qu'il va nous laisser. Et on a tous, on parle souvent de la Madeleine de Proust, eh bien, je crois qu'on est tous capables dans nos établissements de reproduire des émotions. J'étais, pour reprendre un exemple, parce que j'aime beaucoup la maison de Bocuse et j'ai fait quelques événements là-bas. Donc, je vais juste prendre un exemple qui m'a fait grandir sur justement le concept. Il y avait Monsieur Paul qui venait à notre table et on disait bah, oui, là c'est son anniversaire et donc il faut lui parler. Et il a répondu lui, ça m'est égal, il est acquis. Ce qui m'intéresse, ce sont les enfants et c'est à eux que je veux m'adresser parce que ce sont eux les clients de demain. Et quand il a fait ça, moi j'étais admiratif parce que le cahier de coloriage que mes enfants avaient, c'était on dessine en coloris Monsieur Paul chez le boulanger, en coloris Monsieur Paul chez le boucher. Ça, c'est une vision extraordinaire. Alors, j'ai aucun mérite parce que Monsieur Paul l'a fait, mais c'est sur ces visions-là sur lesquelles moi je suis admiratif lorsque j'observe comment se comportent des grandes maisons comme la maison Paul Bocuse, mais je peux en citer plein des maisons. Donc oui, le parcours client et les équipes formées avec une valeur ajoutée auprès de nos passionnés de gastronomie et de vin. Édouard, Ouais. quel est à tes yeux, sans parler d'utopie, mais au contraire, les plus belles utopies sont celles que nous allons réaliser tous ensemble. Toi, ta vision du restaurant de demain à taille humaine, sans que ce soit une utopie, mais que ce soit une réalité que nous ayons tous envie de vivre, mais il va falloir le redimensionner. Tu le perçois comment en tant que, je sais que vous n'aimez pas ça, mais en tant qu'intellectuel? Merci pour cette appellation que je Banni. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au fond, en vous entendant, et je vais être un peu provocateur, parce que finalement, on a une conversation qui est finalement, on est très centré sur une certaine vision du restaurant et de la gastronomie. Moi, je pense que l'histoire est un fantastique avantage et un fantastique biais. Parce que quand j'entends parler de restaurants, je trouve que dans beaucoup de restaurants, on s'ennuie, que la cérémonie est fastidieuse, qu'on vit sur des histoires qui sont passées et que quand j'écoute Cédric, Stéphane, on a des visages formidables qui sont empreints de passion, d'enthousiasme et qui s'expriment dans des lieux qui sont souvent poussiéreux. Et on parle d'expérience, et on parle du parcours, de l'émotion, et on ressasse sempiternellement des mots qui sont fatigués, galvaudés. Moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est se demander au fond, des gens qui ont 18 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont envie aujourd'hui quand ils sont nourris de musique, d'applications, d'immersion virtuelle? Ils ont envie de quoi? Ils ont envie qu'on leur raconte quelle histoire? Il va falloir imprimer grave, il va falloir raconter des nouvelles histoires. Effectivement, la châtaigne, c'est génial. Parce que la châtaigne, finalement, c'est aussi fou que d'écouter la dernière production la plus dingue qui sera sortie d'un studio en Californie. Parce que la châtaigne, on ne sait plus à quoi ça ressemble, une châtaigne. On ne sait pas ce que c'est qu'un porc qui a été nourri avec des châtaignes. On ne sait pas ce que c'est qu'un vrai jambon. On ne sait rien, les urbains. Donc, alors, dans les restos, c'est sympa de se mettre en costume avec des maîtres d'hôtel qui débitent des histoires à s'endormir. Je pense qu'il y a un moment, il faut se dire que la taille humaine, ce n'est pas le conservatisme, ce n'est pas maintenir des habits du passé et servir la sempiternelle histoire de la gastronomie avec des noms, avec du name dropping. On va s'accrocher à ses pères, à ses parents. Moi, j'adore, mais je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle ne fonctionne pas sur du pyramidal comme ça. Elle ne fonctionne pas sur une transmission avec le grand-père, avec le père, le fils, avec la brigade. Et j'ai commencé à 14 ans. Il va falloir vraiment raconter une histoire qui est géniale, mais il faut la raconter autrement. Et je pense que le concept d'alter-restaurant, il faut qu'il s'intéresse, qu'il soit hyper connecté sur tout ce qui est en train de se faire. Qu'on puisse, à un moment donné, continuer de vivre cette expérience fabuleuse qui est de livrer du goût, des ingrédients, des terroirs, mais avec des discours nouveaux, avec des gens qui ont compris qu'il allait falloir se connecter à cette espèce de mouvement hyper puissant qui nous dépasse tous.
Aujourd'hui, quand on a 40 balais, on est déjà ringard. Moi, j'en ai 50, un peu plus d'ailleurs. Je suis déjà total ringard. Donc, il va falloir se bouger. Il va falloir peut-être arrêter de raconter des histoires qui sont des histoires fatiguées. Et surtout se dire, je suis restaurateur, j'ai un lieu. Ce lieu, il est le début, l'alpha et l'oméga euh, d'une vraie rencontre, d'une vraie émotion, d'une vraie intention. Il va falloir imprimer, exprimer, il va falloir envelopper, développer. Et voilà, je pense que, et le Covid en cela est génial, c'est que toutes les entreprises vont se remettre en question, y compris la gastronomie et les restaurants, et la mortalité. On va passer, pour des raisons de timing, on va passer directement à la partie client. Juste, l'un de vous, peut-être, vu que Stéphane vient de prendre la parole, Cédric ou Vincent, vu que Vincent, tu es une entreprise à taille humaine, mais qui est de marque internationale, et toi, Cédric, tu associes établissements hôteliers, restaurants, donc vous êtes des entreprises ambitieuses. Est-ce qu'on va pouvoir rester à taille humaine et avoir un projet d'entreprise à fort développement? C'est possible, ça, comme notion? Moi, je pense que c'est possible, puisque ça fait partie de notre évolution. On ne pensait pas que notre petite auberge avec ses 12 chambres et ses 40 couverts serait un jour un établissement relais château. Ça a été une grande crainte. Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Et en fait, notre évolution est plutôt, je dirais, sur ce signe-là, même si ce Covid nous a momentanément arrêtés, mais nous encourage à ça. Et surtout, on l'a fait sans perdre nos valeurs. C'est-à-dire que toutes les valeurs qu'on avait cultivées, toutes les valeurs qu'on veut transmettre, qu'on veut partager avec les clients, c'est ça. Et je rejoins tout à fait Édouard Malbois, qui, moi, je me bats parce que on a des équipes qui sont formées, qui ont des réflexes. Et à chaque fois, je leur dis, voilà ce que c'est le plat, voilà ce que c'est le concept, voilà ce que c'est la cuisine. Mais personnalisez-le, parce que si vous devez avoir un contact avec le client, que vous soyez chef sommelier, commis, peu importe votre statut, vous l'oubliez, vous prenez des responsabilités. Et là, on voit cette année, on a 3 sommeliers en salle. C'est le hasard qui a fait les choses. On voit une harmonie, on voit ce fameux concept d'aubergiste qui prend une dimension. Et donc, du coup, ça permet de développer l'entreprise. Et les chiffres sont trop parlants. C'est eux qui parlent, c'est eux qui nous confortent là-dedans. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Moi, il m'arrive de temps en temps, dans cette dimension, d'aller porter des bagages de clients. Ils veulent presque que je ne les porte pas. Le chef sommelier, du coup, il y va. Voilà, on a eu du mal à mettre ça il y a 13 ans en route. Depuis 5 ans, c'est bien ancré et on arrive même à cerner les profils. Et alors, il y a une adhérence et du coup, il y a un côté décomplexé. Du coup, on arrive à vendre de la châtaigne, on arrive à vendre de l'agneau, on arrive à vendre des produits que le client a peur, quoi. Donc, moi, je pense que je suis en adéquation totale avec Édouard Malbois. Je le remercie d'avoir mis ça dans l'assiette et sur la table. Et puis, décomplexons-nous et puis allons-y, quoi. Très bien, merci. On va passer tout de suite au côté entreprise, je crois, Marc, parce que au côté Oui, client. au côté client, oui. Alors, donc, première question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? En dehors d'aménager une salle où vous mettrez 3 mètres entre une table et une autre, où vous développerez vos terrasses, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Est-ce que vous allez développer du takeaway? Est-ce que vous allez développer du drive, du prêt à manger? Comment on va faire? Alors, Cédric a parlé et Stéphane de digital, parce qu'évidemment, on est obligé d'en passer par là. On a zéro contact avec le restaurant. Par contre, quand on arrive, on attend justement quelque chose de très humain. Alors, dites-nous, Stéphane, donc on a évoqué le digital, comment on peut faire tout un protocole de réservation, de mise en place pour que quand le client arrive, il ait quand même l'impression d'être dans une auberge, justement, et pas dans une espèce de musée froid où on va lui baliser le couloir jusqu'à sa table et où il verra personne, à part des robots qui seront déguisés en cosmonautes. La partie digitale, Marc, évidemment, a une part importante et concrètement, ça se traduit comment? Pendant le confinement, nous sommes en train de travailler sur le parcours client. C'est-à-dire que du moment de la réservation à son accueil et comment on peut mieux participer à ce que son plaisir soit intensifié au moment de son repas. Lorsque j'ai repris la maison Rostand, il y a un client qui nous a commandé une bouteille instantanément, un Magnum de Château Latour 1910. Elle a été ouverte, elle a été bue.
Ça m'a été parfaitement insupportable. Pourquoi? Parce que le vin n'était pas prêt. Donc, le digital peut répondre à cette problématique. Vous prenez par exemple Emmanuel Reynaud, Château Rayas, lui, il conseille que ces vins soient ouverts 48 heures à l'avance. Donc, une fois qu'on a ces problématiques, comment nous on répond avec le digital? Eh bien, nous sommes en train de travailler pour que le client puisse avoir accès à notre carte des vins en ligne ou chez nous. Il puisse réserver sa bouteille en avance, ce genre de belles bouteilles à l'avance. Et nous, on va lui préparer, on va lui ouvrir 48 heures pour un Château Rayas, peut-être 3-4 heures avant pour d'autres vins. En tout cas, on va préparer sa bouteille pour que quand il arrive, il puisse à la fois avoir l'apogée de son vin avec un repas où le chef sera intervenu pour lui payer puisqu'il aura juste goûté un petit fond pour vérifier et faire le meilleur accord possible avec le client. L'offre digitale, c'est aussi tourner autour du vin. J'ai demandé au chef, par exemple, on a la chance d'avoir une belle amitié avec le domaine Côte-du-Riz. Nous allons faire un menu avec une horizontale Côte-du-Riz. Le chef va créer des plats. Après avoir goûté des vins du domaine Côte-du-Riz, on va créer des plats qui vont être en adéquation parfaite avec le vin. J'adore les sommeliers, mais des fois, ils peuvent se tromper. Et je pense que le meilleur palais reste quand même le chef qui, lorsqu'il a goûté le vin, est capable d'associer son plat derrière. Donc, on va essayer d'aller au-delà de ces vieux cérémonials que vous citiez tout à l'heure pour essayer d'avoir un peu plus de valeur ajoutée lors du parcours client et surtout du plaisir et de l'émotion qu'il va en garder. Donc, vous voyez, on travaille sur cette question. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que moi, j'ai une question du coup pour Vincent, parce que quand on parle de cérémonial, on pourrait dire que chez Paul Bocuse, il y a un cérémonial, mais en fait, c'est très différent parce que justement, ce cérémonial-là, il est tout sauf inhumain. Justement, il est très, très humain. Et quelque part, c'est forcément, et on a parlé de luxe, encore une fois, c'est quoi le luxe? Le luxe pour beaucoup de gens, je pense, pour Goemio, en tout cas, c'est une forme d'exclusivité. Ce qu'on trouve chez Paul Bocuse ne se trouve nulle part ailleurs. Donc la dimension humaine, elle existe. Mais comment justement on va la maintenir en faisant passer auprès d'une nouvelle clientèle? On parle d'une jeune clientèle. Moi, à chaque fois que j'emmène des jeunes chez Paul Bocuse, ma vie découvre quelque chose qu'ils ne soupçonnent pas, justement, que c'était pesant. Donc, comment vous allez maintenir ça dans un avenir où, justement, on voudra être très souvent dans des lieux très, très décontractés? Comment D'ailleurs, comme dit Marc très justement, on a très, très souvent des jeunes clients qui, quand leurs parents ou leurs grands-parents leur demandent où est-ce qu'ils veulent aller pour fêter le 10e anniversaire, souvent, on voudrait aller chez Paul Bocuse. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. C'est ce qui fait. Et on a une clientèle très cosmopolite en termes d'origine de pays et aussi en termes d'âge. On a de la jeune clientèle et on a des moins jeunes. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce restaurant. Vraiment. Une chose importante aussi, comme disait Marc, l'humanité de ce restaurant et surtout aussi l'expérience du lieu fait qu'on s'est posé la question si on allait faire par exemple de la vente en ligne, de la vente à emporter ou de la vente en ligne et ainsi de suite, ou du takeaway, enfin comme ça se fait beaucoup en ce moment. Et la volonté, on y a réfléchi, mais voilà, c'est pas l'âme de notre maison. Une fois de plus, il y en a qui le font et ils le font très bien et c'est très bien. Mais nous, voilà, c'est un peu ce qu'expliquait Marc précédemment. Voilà, c'est une vraie expérience sur le site et qu'on veut conserver comme ça. Édouard, vous avez dit que le restaurant était ennuyeux. Et d'une manière générale, il est souvent ennuyeux, c'est vrai, c'est possible. Il est aussi très souvent très amusant. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'un restaurant qui, justement, n'est pas ennuyeux. Comment un restaurant peut être un lieu intéressant, un lieu vivant, en étant à la fois à taille humaine et en même temps un peu particulier, un peu exclusif, un peu luxueux. C'est quoi l'histoire? Eh bien, l'histoire, je vais vous donner un exemple. Moi, pendant le Covid, j'ai redécouvert le boucher. J'ai rencontré chez mon boucher quelqu'un d'extraordinairement vivant qui a un rapport à la viande insoupçonné.
Et il m'a remis à la cuisine. J'ai commencé à faire de la daube, du paleron, de travailler des trucs incroyables. Et quand il me parlait de l'entrecôte, il me disait ah, je vois qu'on va pouvoir parler d'amour et parler sérieusement entre nous. Et il a commencé à poétiser son monde et j'ai trouvé ça fantastique. Donc pour moi, la leçon de tout ça, c'est un restaurant vivant, c'est pas un restaurant digital, c'est pas un restaurant où il faut rentrer et sortir et avoir la dernière soufflerie pour laver ses mains dans les toilettes ou le sourire d'une bimbo derrière un comptoir. Et pour moi, il y a trois choses dans notre vie. La première chose post-Covid, ça va être de dire je te reçois, je t'accueille et je vais te donner un point d'entrée dans mon monde. Quand Cédric parle de châtaigne, ben moi j'aimerais bien qu'il fasse l'équivalent du Happy Meal avec de la châtaigne, un truc pas accessible, démocratique, qui me fasse rentrer dans la châtaigne et traverser tous les mondes qu'il aime et comment il la vit et où est-ce qu'il la prend. Donc, il y a cette idée d'accessibilité. Après, il y a cette idée pour moi qui est l'osmose, c'est-à-dire être dans une relation où on est deux, c'est-à-dire bienveillance, gratitude. C'est-à-dire je vais être dans la gratitude de ce qui m'est donné et je vais aussi recevoir une transmission, la possibilité de faire moi-même, la possibilité d'apprendre. Voilà, c'est comme si je lisais un roman, bah, je prends cette histoire, je la fais vivre en moi, je rentre avec un supplément de quelque chose et pas être toujours dans une position haute. Je te démontre ma toute-puissance de chef. Donc, et tu rentres chez toi et tu sais que je suis le maître et que toi tu es l'élève et qu'il y aura toujours cette position. Je pense que dans cette ère post-Covid, il y a un réalignement des individus autour de leur vulnérabilité, de leur simplicité. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Et puis, les entreprises, moi je vois dans les entreprises, les patrons qui veulent changer leur entreprise, la première chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est changer un petit peu. C'est faire aussi un chemin pour comprendre ce qui est important, comment se connecter au vivant, comment faire du bien autour d'eux, comment s'écouter et comment contempler, écouter les autres. Donc il y a vraiment un changement de soi pour changer le lieu et pour changer la relation. Donc vraiment cette idée d'osmose, d'accès et de vulnérabilité. Alors peut-être que je m'éloigne un peu du concept, mais je pense que ce n'est pas une affaire de fond, de forme, il y a vraiment, c'est une histoire d'amour, d'intention, de se mettre à niveau et de pratiquer une sorte d'accueil dans la vulnérabilité et l'accessibilité. Et très bien, merci. Mais Cédric, la sincérité, parce que c'est un peu ça dont parle Édouard, la sincérité, comment on l'entretient? Parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi, les trucs le cavor, le coup de la châtaigne, les herbes ramassées, tout ça, j'y crois pas. Je trouve que c'est du théâtre, c'est un spectacle et que en fait, vous avez un truc à vendre et que vous racontez une jolie petite histoire. Comment on y croit? Comment on est justement plus sincère, plus proche de son client, plus simple peut-être, c'est vrai. Ah, c'est une question complexe, mais tellement intéressante, et moi que j'essaye de porter dans mon cœur. Le fait d'être aubergiste, la sincérité, je remercie Edouard Malba, là, je suis complètement en adéquation avec, c'est être soi-même, en fait, c'est être naturel. Quand il y a 3 ans, je me suis dit, bon, c'est bien d'être locavore, ça fait 10 ans qu'on l'est, on a mis tout ça en place, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, le 100% producteur, c'est ça. Alors, j'ai parlé de la châtaigne, mais notre plat signature, c'est la piperade. On la faisait toute l'année il y a 10 ans. Et à un moment donné, j'ai dit, je veux respecter la saisonnalité. Ça, c'est un combat que je mène depuis 3 ans aussi. C'est quoi de respecter la saisonnalité? Alors, si on est sincère, on met 100% de producteurs dans l'assiette, puisqu'on n'en a pas 10 juste pour le marketing sur la carte. Mais en plus, la saisonnalité, le petit pois l'année dernière, on en a fait pendant 8 semaines. L'année d'avant, on en a fait pendant 2 semaines. Et là, l'appellation sur notre carte, c'est ici, le chef, c'est la nature. Donc, le chef, il faut faire comprendre aux clients. Et c'est là où je réponds à Edouard Malbois, où c'est dur des fois, en tant que chef d'entreprise, de passer des caps. On a peur d'en passer certains, même s'il faut décomplexer, même s'il faut faire un restaurant vivant. Mais j'espère que ce Covid sera l'opportunité que tout le monde se lâche, si je puis dire. Et le client, je pense, va passer un seuil psychologique qui va nous aider énormément. Et là, il va falloir de l'audace. Et la sincérité, c'est de dire, bah, écoutez, moi, mon producteur, je suis désolé, il est là, il est à Tarnos. Il a eu que 15 jours de petit pois en 2018. Et ben nous, le petit pois, il est resté que 15 jours. Et ce n'est pas au trimestre la carte. Voilà. La sincérité, c'est ça, c'est cette proximité. C'est aussi que nos équipes sachent écouter le client. Donc, la taille humaine est très importante pour ça, même quand on a plusieurs restaurants. C'est vraiment de cultiver des valeurs et qu'on soit sincère. Moi, je dis en ce moment, il faut mettre la vérité sur la table.
on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et pareil dans la relation client, quoi. On se met au niveau, je ne sais pas si c'est le terme, mais Edouard Malbois l'a mieux exprimé que moi, mais on se met en adéquation avec le client et on personnalise son moment. Et c'est là où le client va trouver une expérience sincère. Magnifique. Ouais, magnifique. Eh bien, écoutez, merci pour ce magnifique débat, ces échanges. Le restaurant de demain, l'art de vivre de demain à taille humaine, à taille humaine. En résumé, pour vous, c'est quoi? Dans le domaine du luxe, dans le domaine de la croissance d'entreprise, on peut être à taille humaine en ayant plusieurs établissements autour du client, de remettre le client au cœur du dispositif, le locavore, le produit. Une petite synthèse, une petite minute, c'est court, mais on en tire la substantifique moelle. Voilà, on commence. Vincent, peut-être tu nous fais ta conclusion. Ensuite, ouais, Stéphane. Alors, l'idée du post-Covid chez nous, on ne va pas changer l'âme une fois de plus. Je l'ai dit parce que c'est pour ça que les nombreux clients nous suivent. On ne va pas changer l'âme de la maison, mais ça va nous permettre, à mon avis, de nous émanciper un peu. Et émanciper, le mot est fort, mais c'est justement, on vivait sous, comme disait Edouard tout à l'heure, je l'ai compris un peu comme ça aussi, on vivait un petit peu dans une histoire et un passé. Et on va garder, parce que bien entendu, c'est une maison ancestrale et qui doit perdurer, mais on va se donner quelques libertés. Voilà. Et c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors, on a commencé déjà sur la pâtisserie, mais voilà, on a commencé à se donner quelques libertés auxquelles certains clients adhèrent et d'autres, forcément, les historiens de la maison ne sont pas forcément pour l'instant encore, mais voilà, on se donne, on s'émancipe un peu et on se donne quelques libertés. Alors Stéphane, de ton côté, une synthèse de ta vision de cette taille humaine de demain. La taille humaine, c'est un écosystème dans le développement. C'est évidemment nos artisans de la terre et de la mer français. C'est la saisonnalité. C'est demain des clients qui ont assisté à des tutos de nos chefs, qui ont fait de la cuisine, qui ont redécouvert la cuisine et qui ont demain un palais qui sera encore plus exigeant que ça ne l'était. Alors tout le monde redoute évidemment la visite de Marc Esquer qui a un palais incroyable. Et bien demain, en plus de Marc, il va y avoir plein d'autres marques qui vont venir dans nos clients, qui s'appellent nos clients et qui vont venir avec une exigence qui sera évidemment plus conséquente sur l'origine de nos produits, la saisonnalité et notre capacité à les surprendre. Donc l'avenir de demain, c'est le moins de contradictions possible, en tout cas quand on en a, les éliminer et d'être fidèle à soi-même parce que ça prend pas, ça se vit au fond de ses tripes. Merci Stéphane. Et Cédric, alors toute cette sincérité résumée en quelques mots, ça donne quoi? Moi, c'est d'aller encore plus dans la radicalité. Pourtant, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, des fois, la radicalité, mais il va falloir avoir cette audace. Je parlais de la piperade tout à l'heure, c'était le premier plat signature, c'est de la cuisine populaire qu'on veut mettre en avant, le chipiron à l'encre. Et donc, on va aller encore plus dans cette démarche. On a cette année rationalisé le service des couverts. On a fabriqué un couteau avec un artisan et on appelle ça les couverts de marche. Donc, on ne met plus de couverts à chaque plat salé différent. Donc, voilà ce dont on a parlé avant. Donc, on va aller encore plus à l'essentiel. On va supprimer le futile, on va enlever l'inutile, on va se concentrer sur le meilleur. Et je pense que cette sincérité ne va faire que s'accroître du coup. Et surtout, l'humanité, quoi, mais l'humanité naturelle et sincère. Magique. Edouard, pour terminer, regarde ces derniers mots de Cédric. On va supprimer l'inutile au profit de l'utile. Je terminerai, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je dirais être soi, théâtraliser sa passion et pour reprendre ce que vient de dire Cédric, radicalité, être dans l'intention et l'attention avec l'amour en horizon, une grande connexion avec la profondeur du vivant, ce que j'appelle ces marques qui vont être en anglais des deep brands, qui vont aller en profondeur comme la vigne. Cette idée aussi d'être en immersion générationnelle, il faut absolument comprendre que ça va se jouer aussi, non pas autour de nous, mais de façon beaucoup plus jeune. Ce couple bienveillance-gratitude, cette espèce de vraie relation, rentrer en relation avec l'autre, l'accès. Il va y avoir une bataille de prix, il y a moins d'argent qui va circuler. Il va falloir vraiment aimer son client et lui donner. Et puis cette relation entre la création,
parce que tout tourne autour de la création, la poésie, l'amour. Et j'ai envie de terminer par cette idée, on voyagera moins, mais dans cet endroit, on peut vraiment faire le plus beau des voyages sensoriels, ce que j'appelle vraiment les immobilités passionnelles. Eh bien, écoutez, merveilleux, magique. Merci à tous. Vous avez été d'une contribution extraordinaire. Marc, merci. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous. Merci à Et excellente fin de journée et à très très bientôt, chers amis. Bonne fin de Merci, confinement au à revoir. tous. Au revoir. Portez-vous bien. Portez-vous bien également. Au revoir Marc, au revoir Jacques. Au revoir, Jacques. Au revoir.